Bonjour, c'est Pascal Tréfingui. Si vous n'êtes déjà inscrit, eh bien, faites-le. Si vous aimez, likez. Si vous n'aimez pas, likez aussi, parce que pour vous, ça vous coûte rien, mais pour moi, c'est important. Soyez un peu généreux. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est un petit peu préoccupant, qui revient souvent dans les mails et dont la plupart des personnes n'ont pas conscience. En effet, les découvertes de l'archéologie, telles qu'elles se sont enchaînées depuis les années 1914, ont totalement bouleversé l'image que nous pouvons avoir de nos religions, de nos cultures et des pouvoirs politiques qui y sont liés. Donc non seulement la science empirique par ses découvertes techniques, mais aussi la science par ses recherches empiriques également, notamment l'archéologie, risque fort de remettre en cause toutes nos structures de pouvoir et de croyances. En quoi? C'est ce que nous allons voir maintenant. Évidemment, puisque cette vidéo s'adresse à tout public, nous allons traiter maintenant de choses sérieuses et par la suite de manière plus légère, plus humoristique, afin de convenir à ces deux sortes de publics, tout en sachant que dans l'avenir, sans doute cette chaîne sera divisée en deux, donc la partie seulement humoristique avec Malik Pétingui et ses pitreries, et de l'autre côté seulement la partie sérieuse de Pascal Tréfingui. C'est un peu schizophrène, mais je pense que ça permettra à un public de pouvoir mieux se repérer dans nos productions. Alors, quelles sont les découvertes archéologiques qui nous intéressent? Évidemment, il y en a beaucoup, mais deux risquent fort dans les années à venir de totalement perturber notre vision de nos écritures et de notre culture religieuse et de là les pouvoirs politiques. De quoi s'agit-il? Tout d'abord, c'est l'exhumation de centaines de milliers de tablettes sumériennes qui nous racontent une histoire qui a un écho dans la Bible et le Coran, avec une mention favorable plus que le Coran, puisqu'il paraît, au regard de ces tablettes sumériennes, plus exact. Sans doute a-t-il bénéficié non seulement de révélations qui ont été faites au prophète Mohammed par le messager Gébraïl, mais aussi d'une culture orale qui était restée vivace dans le monde arabe. La deuxième découverte qui est très importante est la découverte des momies de Nazca, où les analyses ADN ont révélé que, en marge de l'espèce humaine, ce qui expliquerait d'ailleurs une grande partie du phénomène OVNI, nous ne serions pas les seuls habitants de la Terre. En effet, une autre espèce issue des sauriens et non pas des mammifères, c'est-à-dire des ovipares, les descendants des dinosaures, en particulier des oiseaux, aurait développé bien avant nous, plusieurs centaines de milliers d'années avant nous, une espèce de forme à forme humaine, mais qui se reproduit par des œufs, dont nous avons découvert des momies au Pérou, mais il y en a dans toute l'Amérique du Sud et dans d'autres pays du monde, notamment en Égypte, et ces momies viennent complètement bouleverser notre histoire de l'humanité, et elles donnent d'ailleurs un éclairage aux récits qui nous sont donnés par les tablettes sumériennes. Le récit des Anunnaki, je l'ai déjà traité de manière tout à fait humoristique avec ce personnage Omar. J'y reviendrai certainement de façon plus sérieuse. Nous avons déjà filmé un certain nombre de documents, mais j'aimerais le faire de manière beaucoup plus approfondie et recherchée après la lecture d'un certain nombre d'ouvrages qui viennent juste de paraître. Sur les momies de Nazca, je renvoie en particulier au travail qui a été fait par Alien Project, tout en sachant que c'est une toute petite partie des momies, puisqu'il semble que le Vatican, notamment les jésuites, avec la complicité de services secrets occidentaux, ait fait disparaître un certain nombre d'artefacts, un certain nombre de momies qui viendraient conforter cette hypothèse. Pourquoi? Parce que depuis plusieurs années, très certainement depuis les années 40, il y a un cover, une volonté de couvrir la question des visiteurs. Que ce soit des visiteurs extraterrestres qui seraient présents à l'intérieur de notre système solaire, ou à l'extérieur de notre système solaire, ou des visiteurs intraterrestres, c'est-à-dire une espèce homidée qui vivrait à l'intérieur de la Terre. Or, les témoignages se multiplient pour indiquer qu'une espèce vivrait sur Terre depuis bien longtemps, en marge de notre espèce, sous la forme donc de ces homidés d'origine ovarienne, c'est-à-dire en particulier des descendants des oiseaux ou des serpents qui sont les descendants de nos ancêtres, des ancêtres les dinosaures. Cette espèce, elle aurait plus de facilité pour pouvoir vivre dans le sous-sol, mais aussi dans des conditions où il y a des atmosphères plus ténues, comme par exemple la Lune ou Mars, qui possèdent des atmosphères et sur lesquelles la vie pourrait se développer, mais évidemment pas telle que nous le connaissons sur Terre, puisque notre espèce d'hominidés semble vraiment enfermée sur cette planète, ce qui ne serait certainement pas le cas d'autres types d'êtres humains
On pense notamment aux bactéries, on pense à un certain nombre de plantes qui pourraient vivre dans des atmosphères ténues, mais aussi des êtres qui se seraient totalement adaptés. Récemment, la chaîne Netflix a produit un film où justement on montre une mutation génétique de l'humanité pour être adaptée aux conditions de vie sur la lune Triton, qui donc montre que par la mutation génétique, on pourrait adapter une espèce à un nouvel environnement, ce qui est toujours le cas d'ailleurs. L'espèce humaine s'est adaptée à son environnement, ce qui explique que certaines personnes aient la peau blanche et les cheveux châtains, ou d'autres personnes soient noires de peau et les cheveux extrêmement noirs, ou d'autres soient très blancs avec des yeux bleus et des cheveux blonds. Donc il y a une certaine plasticité de l'espèce humaine et d'ailleurs de toutes les espèces, comme nous le montre le génie génétique. En quoi les tablettes sumériennes et cette découverte des momies de Nazca viennent-elles bouleverser notre histoire, notre religion et nos pouvoirs? Tout simplement parce que, principalement en Occident, nos cultures se sont construites sur l'histoire biblique, c'est-à-dire sur cette histoire d'Adam et Ève qui auraient été créés par Dieu dans un jardin, auraient commis le péché sous l'influence d'un serpent et auraient été bannis, amenant l'humanité dans une période où sa vie diminue en âge, où elle rencontre des souffrances, où elle doit accoucher, etc. Alors cette histoire, elle fonde toutes nos croyances sur le bien et le mal, sur le sens de l'existence, le sens de la souffrance, et elle légitime aussi nos pouvoirs politiques. Longtemps, nos pouvoirs politiques ont été fondés sur une espèce de mandat qui aurait donc été donné par Dieu. Nous avions donc des monarchies, des royautés de droit divin, ou des théocraties, ou des oligarchies, mais qui se revendiquaient de la divinité. D'autre part, nous avions des pouvoirs plutôt matérialistes, comme la démocratie par exemple, ou les tyrannies qui sont fondées sur le pouvoir, la force brute, la capacité à illusionner ou à réduire les autres en esclavage pour les exploiter. Ce qui est nouveau dans cette découverte des momies de Nazca est qu'elle donne un tout autre éclairage. En effet, ainsi que les tablettes sumériennes. Si on reprend l'histoire des tablettes sumériennes, que constate-t-on? On constate que l'humanité aurait été créée par des êtres non humains venus d'une autre planète du système solaire qui se nomme Nibiru, mais qui avant venaient d'autres planètes, dans d'autres systèmes solaires, notamment dans la constellation des Pléiades et la constellation près du Taureau et la constellation d'Orion. Cela expliquerait d'ailleurs la façon dont la plupart des mythologies sont orientées tantôt sur les 7 étoiles des Pléiades, tantôt sur la constellation d'Orion, soit les deux. C'est le cas chez les Grecs, c'est le cas chez les Égyptiens, les Sumériens, les civilisations d'Amérique du Sud et des civilisations africaines et la civilisation chinoise également. Ce qui est intéressant dans cette histoire de tablettes sumériennes comparée à cette histoire des momies de Nazca est que si on remplace l'histoire telle qu'elle est contée par les Sumériens, on aurait donc cette race extraterrestre qui serait venue sur Terre, qui aurait récupéré du matériel génétique chez des homidés. Alors ça peut être des homidés mammifères ou des homidés non mammifères, comme ces fameux petits gris, tels que nous les nommons maintenant, ces ophidiens, donc ces reptiliens, ces oiseaux. Entre parenthèses, ces oiseaux auraient donc des ailes, ce qui ramènerait à une mythologie liée aux anges ou une autre mythologie liée à des êtres avec des corps de serpent. On y reviendra dans une autre vidéo. Ce qui est intéressant, c'est que si on considère les tablettes sumériennes, c'est-à-dire qu'elles nous indiquent que l'homme a été fait par génie génétique en utilisant des espèces locales à la Terre, une espèce genre Cro-Magnon, mais aussi une autre espèce qui pourrait être cette espèce d'ophidien, eh bien on comprendrait mieux le mythe tel qu'il est raconté dans la Bible. En effet, le mythe de la Bible, il apparaît, c'est une tradition orale, elle devient une tradition, ces mythes deviennent une tradition écrite à partir du 5e siècle, après le retour de Babylone. Les Hébreux ont perdu leur propre langue et ils sont obligés d'utiliser le syriaque pour noter leurs textes. En effet, on n'a pas vraiment de preuve d'une utilisation d'une écriture autre que l'hébreu actuel, qui est un hébreu moderne, l'hébreu classique, qui serait tiré du syriaque, qui lui-même aurait été tiré du phénicien. Donc on ne peut pas dire que l'hébreu soit la langue et l'écriture donc des Juifs depuis Abraham, puisqu'il y avait d'autres systèmes, en particulier le système sumérien de notation dans des tablettes d'argile avec une petite baguette qui forme des espèces de clous. Alors cette histoire elle est assez intéressante, sumérienne, puisque si on considère que l'homme est le fruit du génie génétique, qu'il a été fabriqué, nous disent les tablettes, comme un igigi, un loulou, c'est-à-dire un serviteur qui était là pour l'extraction minière, pour le travail des champs, tout ce qui était pénible, et qui aurait été enfermé dans une colonie agricole de Mésopotamie,
il est fort à parier que le fameux mythe qui est conté dans la Bible ne serait pas le mythe d'un serpent qui serait venu tenter Adam et Ève et détruire la construction divine, mais on aurait tout simplement des êtres extraterrestres, à forme humaine évidemment, mais beaucoup plus grands, d'environ 5 mètres, qui auraient créé une espèce, à partir des espèces endémiques de la Terre, auraient créé une espèce d'esclaves, dont une partie aurait été enfermée soit dans le sud de l'Afrique pour l'exploitation minière, ce qui explique d'ailleurs le type des Africains qui est un petit peu différent du type moyen-oriental, et au Moyen-Orient, une autre espèce qui serait affectée au travail des champs. Or, il est fort possible que cette espèce humaine, fabriquée par ces extraterrestres, ait été maintenue dans l'ignorance de sa condition, et que dans les premiers temps, d'ailleurs, elle ait été totalement ingénierée de manière synthétique, soit dans des sortes de bébés éprouvettes, soit avec des matrices de ces femmes extraterrestres, mais en tout cas sans que ces êtres aient la capacité de se reproduire. Or, il semble que c'est justement cette capacité nouvelle qui a été donnée finalement à ces êtres de se reproduire, soit la source des problèmes, et ceci se retrouve évidemment dans nos interdits religieux. Cette intervention du mâle du serpent serait en fait une intervention tout à fait positive. Elle serait celle des êtres endémiques, donc nos fameux petits gris, qui auraient prévenu l'humanité que les dieux, entre guillemets, c'est-à-dire les êtres extraterrestres qui ont créé l'espèce humaine par génie génétique, en fait, avaient très peur que l'espèce humaine s'émancipe, qu'elle devienne égale à eux, et comme à eux, elles se mettent à voyager dans l'espace, à maîtriser l'énergie atomique, par exemple, à faire des voyages interstellaires, à développer de la technologie, des vaisseaux spatiaux, des vaisseaux aériens, des vaisseaux sous-marins, etc. Donc, cette intervention qu'on nous présente comme quelque chose de négatif dans les religions du livre serait en réalité quelque chose de très positif sous l'influence d'une espèce avec laquelle nous partagerions toujours la Terre. Dans mon livre sur les ovnis, les crop circles et les abductions, j'ai pu introduire de façon très documentée ce concept et apporter un certain nombre de documents officiels américains qui attestent l'existence de ces compagnons qui sont les nôtres sur la Terre et qui sont donc des hominidés, mais qui ne sont pas des mammifères, qui sont des ophidiens, c'est-à-dire des êtres descendants des dinosaures, donc oiseaux et serpents. Ils n'auraient absolument rien de négatif, au contraire, ils seraient bienveillants, et c'est malheureusement un certain nombre de technologies qui leur ont échappé, comme par exemple après le crash d'un disque volant à San Bernardino, au nord de Los Angeles et près de Los Alamos, dans le Nevada, qui nous aurait donné donc la technologie nucléaire. Les nazis se seraient saisis en premier d'un disque volant, puis ensuite les Américains, et il y aurait eu un développement de cette technologie. C'est ce qui ressort de documents déclassifiés de la Maison Blanche, qui ont été publiés par l'armée française et que j'ai indiqué et référencé dans mon livre sur donc OVNI, crop circles et abductions. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que si effectivement ce serpent qui a tenté Ève n'était pas du tout un être mauvais, mais un habitant naturel de la Terre, une création divine, venu avertir l'humanité qui est une création artificielle de ces extraterrestres manipulateurs qui se sont fait passer pour des dieux, qui nous ont créés à leur usage, à leur image, dit la Bible, afin de nous exploiter et qui ensuite, parce que nous avons été informés par ces fameux extraterrestres, enfin ces fameux intraterrestres ou ces fameux terrestres originaux ophidiens, nous auraient bannis et auraient essayé de nous exterminer au cours de notre histoire. Et ceci a beaucoup d'écho à l'heure actuelle, car en effet, les tablettes sumériennes mettent totalement à mal le judéo-christianisme, c'est-à-dire la religion qui est le plus affectée et détruite par la découverte de ces tablettes sumériennes est la religion juive, non pas dans ses fondements intellectuels, mais dans son exégèse, c'est-à-dire tout l'exégèse talmudiste actuel irait intégralement à la poubelle comme une mythomanie. D'autre part, il y aurait chez les chrétiens qui se sont basés sur l'exégèse juive, en particulier chez les protestants, qui sont des talmudo-protestants, une crise intellectuelle majeure qui amènerait donc à mettre intégralement à la poubelle toute l'exégèse chrétienne telle qu'elle a été faite dans le protestantisme sous l'influence du talmudisme. Certaines mauvaises langues disent que telle est la justification de la guerre du Golfe. C'est-à-dire que l'ambition des sionistes, c'est-à-dire des Américains et des Anglais qui ont fabriqué, les Anglais qui ont créé les États-Unis puis qui ont créé l'État d'Israël et qui le contrôlent, donc l'ambition de la City, de ces grands financiers, aurait été de rentrer en Irak pour détruire l'intégralité
de ces tablettes sumériennes et également de confisquer une très importante quantité d'or qui avait été stockée là par ces fameux Anunnaki qui avaient exploité la race humaine et de la technologie des disques volants qui auraient été laissés à cet endroit-là, un certain nombre d'autres technologies. Alors c'est là tout à fait inquiétant, ça éclaire l'histoire actuelle de façon qui est assez intéressante et paradoxale et on comprend donc cette espèce de va-tout qui semble être joué par les judéo-chrétiens, en tout cas les talmudo-chrétiens, pour la domination de la planète, la confiscation de la connaissance, notamment toute la connaissance qui est liée à la production d'énergie libre, et le fait qu'on nous impose du pétrole, cette espèce de chape de plomb intellectuelle qui est le fait de l'Église catholique, mais qui est aussi le fait des églises protestantes, qui ont tendance à nier les progrès de la génétique, les progrès de la science en général, à complexer les gens sur la sexualité, à diaboliser la sexualité, ce qui est extrêmement le cas chez les talmudistes et chez les chrétiens protestants. C'est vrai chez les catholiques depuis un certain temps, depuis 200-300 ans, mais ce n'était pas du tout vrai à l'époque du Moyen-Âge, c'est-à-dire dans l'âge d'or de la civilisation occidentale, la sexualité n'était pas du tout un péché, au contraire, elle a été festoyée et elle apparaît dans toutes les scènes. Si vous allez voir des églises romanes ou même des églises gothiques, vous allez, en particulier dans les églises romanes, vous allez trouver toutes sortes de décorations qui sont un petit peu grivoises. Parce qu'à l'époque, il n'y avait aucun interdit, aucun rejet de la sexualité. Au contraire, on s'en amusait volontiers, cela faisait partie de l'existence, comme manger par exemple, c'était un instinct naturel que l'on faisait qu'on assouvissait en fait en relation avec Dieu, mais dans lequel on ne voyait aucun crime, aucun mal et aucun péché. Cette culpabilisation par rapport à la sexualité, on la retrouve évidemment chez les Sumériens, puisque dans les tablettes, on nous indique qu'il y avait un débat entre donc certains Anunnaki et d'autres, ceux qui étaient favorables à maintenir l'homme en tant qu'esclave et l'exterminer une fois parti, et de l'autre côté, ceux qui voulaient aider l'humanité à évoluer et être tout à fait égal de ces fameux Anunnaki, c'est-à-dire vivre assez longtemps, plusieurs dizaines de milliers d'années, ne pas souffrir des maladies qui sont les nôtres, et aussi d'avoir une plus grande intelligence et une plus grande maîtrise technologique. Alors actuellement, on trouve ces deux tendances dans l'humanité, et c'est d'ailleurs ce que dit le Coran, c'est-à-dire qu'il y a deux sortes d'êtres humains. Il y a des êtres humains qui ont bon cœur, qui partagent la connaissance, qui viennent en aide aux autres, qui sont bons. Et d'autre part, on a des êtres qui ont un défaut dans le cœur et qui sont mauvais et qui veulent asservir l'humanité, faire une humanité d'esclaves et surtout en limiter le nombre. Et c'est tout à fait les discussions qu'on a actuellement avec par exemple les publications de The American Project for the New Century ou the Project for the New American Century, où on nous explique que l'élite américaine veut fabriquer artificiellement une catastrophe d'ampleur mondiale à côté de laquelle la falsification du 11 septembre sera un divertissement pour jardin d'enfants, pour exterminer 7 milliards d'individus et d'avoir seulement 500 millions de survivants qui seraient des esclaves d'une super élite, qui, elle, aurait en possession de la technologie de ces fameux petits gris, de nos compagnons de route sur cette planète. Alors il semble qu'il y ait un accord qui ait été signé pour l'Antarctique, pour que ces fameux petits gris puissent jouir de bases souterraines, et notamment d'un lieu en Antarctique, et que cela explique la mission de l'amiral Byrd, par exemple, qui s'est conclue par un échec cinglant dans l'Antarctique, avec la perte de plusieurs navires et de plusieurs dizaines de vies de soldats. Il y a d'ailleurs eu 2 expéditions et une explosion atomique, dit-on. Donc cette histoire, elle nous remet fortement en question. Nous ne serions donc pas les seuls sur Terre. Il y aurait une espèce endémique avant la nôtre, qui était celle de Cro-Magnon, de l'homme de Flores ou de l'homme de Néandertal. Et il y aurait d'autre part une espèce d'Ovidien qui vivrait plutôt sur la Terre, qui se dissimulerait à notre présence puisqu'elle a été persécutée par nous, qui posséderait une très haute technologie et qui plusieurs fois était intervenu pour sauver l'humanité et pour la protéger. D'autre part, il y aurait cette race d'Anunnaki qui maintenant a disparu, ou peut-être revient-elle régulièrement, qui en fait était composée de 2 catégories, les bons et les mauvais. Alors on s'aperçoit que ces tablettes sumériennes, elles nous expliquent particulièrement toute la mythologie occidentale et même la mythologie mondiale et un certain nombre d'artefacts que nous retrouvons maintenant dans le monde entier, où on voit des êtres ophidiens, bienveillants, où on voit des êtres ailés qui sont devenus dans nos mythologies les anges. Je rappelle que l'angéologie, c'est-à-dire l'existence d'anges, elle apparaît dans le christianisme seulement au IIIe siècle. Il n'y a pas d'ange dans le judaïsme, il n'y a pas d'ange dans le christianisme jusqu'au IIIe siècle. C'est l'exégèse chrétienne, sous l'influence d'une exégèse talmudiste, qui a introduit cette histoire d'ange avec pseudo-Denis l'Aréopagite, par exemple, dans la culture catholique. Nous sommes maintenant à un moment critique de notre histoire, où effectivement, on nous dit qu'il y a une partie de notre élite
qu'on dit peut-être en relation avec des extraterrestres ou qui voudraient simuler une attaque extraterrestre qui vise à créer un cataclysme mondial, un effondrement mondial pour prendre le pouvoir et exterminer 7 milliards d'êtres humains. On y dit de l'autre part qu'il y aurait des humains bienveillants, une race de petits gris bienveillante qui aiderait volontiers l'humanité et qui entendrait la protéger de cette élite. C'est là un débat qui fait question. On peut le présenter de manière tout à fait sérieuse. J'essaye de le faire en très grande vulgarisation à travers cette vidéo. Et ensuite, évidemment, vous me connaissez puisque j'ai plusieurs spectacles en route. Je vais l'utiliser de manière comique, notamment à un faux débat, genre les dossiers de l'écran qui s'appellera les rendez-vous de Marrakech. Pourquoi je fais ces sketchs comiques et pourquoi je fais ces sketchs plus sérieux? Tout simplement parce que si je fais une vidéo de plus de 10 minutes, et je le vois au niveau des vues, au bout de 10 minutes, il y a 45% des spectateurs qui sont largués. Il y a 40% qui restent jusqu'au bout, mais 60% est largué avant la fin et 45% est largué au bout de 10 minutes. Donc je suis, même dans les vidéos sérieuses, je suis obligé de faire des vidéos assez courtes. D'autre part, il y a un public, et je le montrerai, je publierai mes statistiques, qui montrent que j'ai un très fort public qui se place entre 18 et 28 ans, et qui lui, je le vois dans les commentaires, préfère les sketchs humoristiques parce que lui, il est déjà excessivement informé. Il a lu, il a visionné beaucoup de choses sur la théorie de la conspiration, sur les anciens astronautes, sur les Anunnaki, sur l'existence des petits gris, sur la question extraterrestre, la base 51, la théorie de la conspiration, etc. Et lui, il est parfaitement renseigné, mais ce que j'essaye de lui apporter est un point de vue synthétique sur la question, ce qui n'avait jamais été fait jusqu'à présent, et surtout le présenter de manière humoristique, ce qui permet de fixer son attention qui est plus habituée à la distraction, au divertissement et aux jeux vidéo. Pour le public qui est plus âgé, et je le vois dans les commentaires, il est clair que ce sont les sujets plus sérieux, un peu traités comme le fait Stéphane Bern, qui retiennent l'attention. Mais évidemment, mon ambition, elle est de couvrir un public le plus large possible. Alors peut-être dans le futur, nous allons séparer cette chaîne en deux canaux différents, un canal humoristique avec Malik Pétingui, un canal plus sérieux avec Pascal Tréfingui, puisqu'il y a une certaine partie du public, en particulier au-dessus de 55 ans, qui se trouve déstabilisé. Voilà, j'espère vous avoir apporté un éclairage sur cette question des Anunnaki, sur cette grande crise intellectuelle que nous vivons, sur les grandes difficultés que nous vivons avec notre élite actuellement. On le voit dans la crise des Gilets jaunes, on l'a vu il y a quelques années aux États-Unis avec la crise financière. Nous allons vers un effondrement général de notre civilisation, d'abord d'un point de vue écologique, si cela est naturel, mais il semble que ce soit plutôt artificiellement généré, donc par de la technologie, donc il n'y aurait pas de réchauffement climatique, ce serait là de l'ingénierie climatique dans le but de déstabiliser les écosystèmes et de créer un ordo ab chaos, c'est-à-dire un désordre un chaos avant le nouvel ordre mondial, et que tout ceci soit une manipulation comme celle du 11 septembre ou de Pearl Harbor ou des attentats du Bataclan en France qui ont été réalisés par nous savons qui maintenant. Il est bien évident qu'un certain nombre de sujets que j'aborde ne peuvent être traités directement de manière sérieuse parce que je suis déjà poursuivi, j'ai déjà 7 ou 8 procédures en justice et j'ai dépensé beaucoup d'avocats ces dernières années. J'ai dépensé environ 200 000 euros d'avocats ces 15 dernières années pour me défendre. J'ai gagné tous mes procès, j'ai fait 4 ans de prison, le public le sait. Donc l'assassinat de mon père adoptif qui était aussi mon conjoint pour des raisons juridiques puisque le mariage gay n'existait pas et qu'on avait une différence d'âge, c'était tout à fait dans les usages à Luxembourg, il y a là rien de choquant. Il a donc été assassiné par les services de renseignement luxembourgeois afin de ne pas pouvoir témoigner dans une affaire. J'avais en ma possession un certain nombre de documents et je pouvais témoigner et évidemment j'ai été, une fois que les procès sont passés et que les personnes qui étaient coupables des attentats terroristes qui se sont avérés des attentats terroristes montés par la gendarmerie luxembourgeoise ont été démasqués, seulement un lampiste, pas les responsables, j'ai évidemment été enfin innocenté et sorti de prison puisqu'il n'y avait non seulement aucune preuve contre moi, mais même des preuves contraires qui montraient que j'étais parfaitement innocent et que le scénario fabriqué par le commissaire Christian Kiefer de la police judiciaire de Luxembourg était l'œuvre d'un mythomane qui, sur commande, avait créé un scénario d'assassinat qui, matériellement, et notamment pour des raisons de temps et des raisons techniques, ne tenait pas la route et avec 10 minutes de vérification, cela faisait tomber l'intégralité de son enquête. Donc, c'était un policier qui n'était pas connu comme étant particulièrement incompétent, mais comme étant un schizophrène qui était particulièrement suggestionné par les services de renseignement luxembourgeois. Il s'en était d'ailleurs aperçu lui-même et de manière empirique,
à travers un détenu homosexuel qu'il torturait en prison. Il s'était placé une cuillère dans l'anus qui lui avait montré qu'il pouvait se soustraire aux ondes électromagnétiques. Alors je sais que c'est un sujet qui fait énormément rire. J'ai amené le témoignage d'un professeur d'université qui montre qu'au contraire, c'est une des rares techniques pour neutraliser l'envoi de micro-ondes vers le cerveau en les retenant dans l'abdomen. Donc, continuez à rire, il y a des personnes, je vous renvoie à mes livres, il y a des personnes qui n'en rient pas du tout, et je peux vous assurer que la plupart des gens qui sont dans les services de renseignement ou qui sont par exemple amenés à travailler lors des manifestations où il y a la suggestion psychotronique, portent un appareil qui ressemble tout à fait à une cuillère, qui est introduit dans leur anus, qui est beaucoup plus long, qui va le long de la jambe et qui leur permet de ne pas être sensibles aux suggestions qui sont faites par micro-ondes sur les manifestants et sur les CRS, la BAC et les policiers qui sont chargés du maintien de l'ordre. Donc, il semble que la population soit transformée en deux sortes de zombies. Les bons zombies qui sont les moutons blancs du système et les mauvais zombies qui sont les moutons noirs du système. Tout en sachant qu'il y a une caste de manipulateurs qui auraient des objets technologiques, dont cette fameuse cuillère, mais évidemment, nous utilisons une cuillère de ménagère, mais il y a un dispositif qui existe pour les policiers et pour les gens de l'élite qui leur permet de se soustraire, qui a à peu près la même forme et qui leur permet, avec un petit appareil électronique, qui sont des petites plaques, de se libérer des suggestions psychotroniques qui sont émises pour l'intégralité de la population. Cette technologie est évidemment une technologie de conditionnement qui n'est pas d'origine humaine et qui aurait été volée donc dans la technologie récupérée auprès de cette race de nos compagnons, de nos prédécesseurs sur cette planète et qui sont toujours ici en marge. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Je sais que ces sujets paraissent tout à fait curieux. Je vous demande juste de les entendre pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler et évidemment les personnes plus jeunes ou les youtubeurs qui sont beaucoup plus habitués à entendre parler de ce genre de sujet, pour eux cela n'aura aucune surprise. Tout ce que j'essaye d'apporter, c'est un éclairage d'une personne qui a vécu ce système de l'intérieur, aussi bien au niveau des super riches, qui a vu l'envers du système politique, policier, aussi une personne qui est passée par la prison et qui a vu le système d'en bas sous la robe en le regardant sa culotte. Donc j'ai ces deux points de vue, le point de vue du haut par la couronne et le point de vue du bas par la culotte. Et ce que j'entends faire maintenant, c'est m'adresser aux personnes des classes moyennes, puisque les personnes qui sont tout à fait en haut sont tout à fait au courant, et les gens qui sont passés par la prison et qui vivent en banlieue sont tout à fait au courant de comment fonctionne le système, et notamment la police. Mon objectif maintenant était d'informer les classes moyennes et leur expliquer que nous étions face à un tournant dans notre vie collective, à un effondrement qui a été organisé sciemment par une élite en vue de garder le contrôle. C'était Pascal Tréfinguy, je vous remercie pour votre attention. J'essaye maintenant de faire court pour rester en delà de 25 minutes ou 30 minutes pour ces sujets courts, et à très bientôt. Donc une deuxième partie va suivre de façon plus humoristique. À très bientôt, au revoir.